Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 260 de l'After Zap Image. On commence avec la une du quotidien, l'équipe, avec ce titre désolant comme la prestation des équipes françaises en Europa League hier. On va commencer avec l'Olympique de Marseille, déjà une statistique pour l'OM qui a encaissé au moins 2 buts sur ses 5 derniers matchs officiels. Voilà, on voit les stats: 2 face à Francfort, 4 à Lyon, 2 Strasbourg, 3 Lille et hier 2 face aux Chypriotes de l'Apollon Limassol. L'OM qui fait vraiment une très mauvaise opération dans son groupe. On rappelle quand même qu'il y a l'Eintracht de Francfort, la Lazio de Rome, la Lazio qui sera d'ailleurs le prochain adversaire de l'Olympique de Marseille. 2 buts partout hier, alors que l'OM menait 2-0 jusqu'à la 75e minute. Et puis on a encore vu ce qu'on voit surtout depuis le début de saison, cette fébrilité défensive de la part des Marseillais. Je pense vraiment que c'est quand même assez inquiétant. D'ailleurs, il y a une petite déclaration là, de Rudy Garcia. Il nous dit: on répète toujours les mêmes erreurs, c'est ce qui est embêtant. Il faut continuer à montrer à certains d'entre nous, et notamment à ceux qui sont arrivés, je pense à Radonjic et Caleta-Car, qu'il y a d'autres choses et qu'ils doivent apprendre vite. Et hier, encore une fois, trop d'hésitation défensive pour l'Olympique de Marseille en toute fin de match. On dirait qu'ils ne savent pas tenir un score, les Olympiens. J'ai trouvé la performance hier de Caleta-Car pas très concluante. Après, bon, voilà, c'est encore une fois, je pense qu'il est dans une période d'adaptation, mais il faut apprendre plus rapidement. On parle de l'Olympique de Marseille qui espère jouer la Ligue des Champions dès l'année prochaine. Et là, ça fait quand même beaucoup. C'est beaucoup trop de buts encaissés depuis le début de saison de la part des Marseillais. Voilà, donc des points de perdus hier face à l'adversaire prétendu le plus faible du groupe, l'Apollon Limassol. On a une petite stat sur Dimitri Payet qui est impliqué sur 11 buts en Europa League depuis le début de la saison dernière. 4 buts, 7 passes décisives. C'est plus que n'importe quel autre joueur. C'est tout simplement le meilleur joueur de l'Europa League depuis l'année dernière. Pour moi, c'est lui. Il n'y a pas photo. Dimitri Payet, il débloque des situations. Il est hyper régulier sur ses matchs. Donc c'est vraiment un très grand joueur de très grande qualité. Ensuite, on a le résultat d'une autre équipe française engagée, Bordeaux, qui a été battu par Copenhague 2-1. Et pourtant, les Girondins, par rapport aux 2 autres matchs de Marseille et de Rennes, je pense que c'est l'équipe qui méritait le plus de faire un résultat hier. Bon, ils sont battus 2-1, c'est très mal engagé. 2e défaite déjà dans ce groupe pour Bordeaux. Pourtant, ils ont fait plutôt un bon match. Ils ont eu des occasions, les Girondins, des occasions. Sankaré qui égalise à la 84e. Bordeaux qui encaisse ce but de la part des Danois à la 92e minute. Vraiment rageant pour les Girondins. Ils ont raté un penalty par Camano. Ils ont eu pas mal d'occasions. Je pense ils auraient dû mener au moins 1-0 à la mi-temps, les Girondins. C'était pas le cas. Dommage, parce qu'ils ont vraiment fait une belle partie, les Girondins de Bordeaux. Ce match qui a été entaché de quelques problèmes, notamment, je crois, une violente bagarre entre supporters danois et Girondins à l'entrée du stade. Ensuite, on a le petit coup de moins bien du Stade Rennais avec les statistiques en Ligue 1 sur les 4 premières journées. C'était 7 points sur 12. Les 4 dernières, c'est 1 point sur 12. Ça va un petit peu moins bien du côté de Rennes. Hier, en Europa League, inexistant le Stade Rennais du côté du Kazakhstan face à Astana. Défaite 2-0 pour les Rennais qui restent néanmoins 2e au classement de ce groupe d'Europa League, mais ça va un petit peu moins bien en Ligue 1. Sabri Lamouchi va devoir trouver des réponses. Ensuite, on a une déclaration de Radamel Falcao. Il nous dit: je préfère ne pas parler du mercato, ce n'est pas mon rôle, mais quand il y a autant de changements durant l'intersaison, nous n'avons pas toujours le temps de nous adapter. C'est difficile avec autant de changements dans l'effectif, bien évidemment. Encore une fois, l'AS Monaco a perdu énormément de joueurs cet été. Ils ont été remplacés souvent par des très jeunes joueurs. Je pense que les années précédentes, il y avait quelques cadres quand même qui venaient signer du côté de Monaco pour renforcer un petit peu cet effectif qui est assez jeune. Ça n'a pas été le cas cet été. Ils ont perdu quand même beaucoup de joueurs de qualité et ils n'ont pas vraiment été remplacés. Donc ça explique un petit peu certainement le début de saison presque cauchemardesque de l'AS Monaco, qui cherche un peu ses repères sur le terrain et qui cherche tout simplement Leonardo Jardim. Il cherche son 11 titulaire. On voit d'ailleurs les stats de Monaco. Monaco reste sur une série de 9 matchs consécutifs sans la moindre victoire. Toute compétition confondue, ce n'était plus arrivé depuis 2011. 2011, c'était quand même une mauvaise année pour l'AS Monaco, puisque ils étaient descendus en Ligue 2. Ensuite, on a une déclaration de Vaïd Halilhodžić, le nouvel entraîneur nantais. Il nous dit: la culture de la gagne a un peu disparu. On va essayer d'améliorer certaines choses. Je dois m'adapter et il faut du temps. Chez moi, on a un principe: quand on n'a pas le ballon, on doit tous défendre. Alors bien évidemment, il va demander beaucoup de rigueur défensive à tous ces joueurs. Pour les supporters
supporters nantais qui regardaient le FC Nantes de Cardozo qui vont voir et le FC Nantes de Vahid Halilhodžić, ça va vraiment pas être la même chose. Cardozo, il aime bien avoir le ballon, il aime produire du jeu offensif, même si ça n'a pas été très concluant les résultats avec Nantes. Avec Vahid, là ça va être vraiment plutôt défensif, le jeu du FC Nantes, ça va pas mal changer, mais je pense que le FC Nantes va pouvoir au moins prendre plus de points comme ça, parce qu'il va vraiment resserrer les boulons, il va repartir sur les fondamentaux, voilà, ça sera une défense solide, et puis quand on a les occasions, voilà, les mettre au fond, ça sera surtout basé sur un jeu plutôt défensif. Ensuite, on a une déclaration de Thomas Tuchel sur Neymar, il nous dit: il a été sensationnel, tu peux sentir qu'il avait faim de faire un top match et d'être décisif, mais aussi de récupérer les ballons, c'est très important car avec Neymar, nous avons un des meilleurs joueurs en Europe dans notre effectif. Gros match pour Neymar face à l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est tant mieux, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt cette semaine, tant mieux, il prend de la confiance avant, on va dire, le match le plus important du Paris Saint-Germain qui sera face au Napoli, enfin dire les deux confrontations face au Napoli, puisqu'elles vont se suivre, donc tant mieux pour le Paris Saint-Germain d'avoir compté sur un très grand Neymar face à l'Étoile Rouge. On attendra bien sûr qu'il soit super en forme face au Napoli. Ensuite, on a une petite statistique à Neymar. Est-ce qu'il y a un problème avec Cavani? Faut se poser des questions, parce que quand même le Paris Saint-Germain s'impose 6-1 face à Belgrade. Donc il y a eu quand même un festival offensif de la part des Parisiens, et pourtant pendant ce match, une statistique assez intéressante, il n'y a eu aucune passe entre Neymar et Cavani, ce qui est quand même assez surprenant. Vous vous rendez compte, quand même aucune passe, c'est même pas il y a eu 5 ou 6 passes, non, 0 passe entre Neymar et Cavani lors d'une victoire 6-1. Et en plus de ça, depuis le début de saison, entre Neymar et Cavani, il y a finalement très peu de passes, et alors que Neymar et Kylian Mbappé se trouvent beaucoup plus facilement. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un petit problème avec Cavani pour Neymar? C'est à se poser des questions, parce que c'est quand même des statistiques franchement quand même plutôt surprenante après une telle victoire du Paris Saint-Germain sur ce score de 6-1. Ensuite, on a une déclaration de Jean-Michel Aulas, il nous dit: il y a un championnat à 2 vitesses, le PSG va finir avec 30 points d'avance parce que c'est la meilleure équipe, et ce n'est pas de la faute des dirigeants qui sont encore une fois de grande qualité. Alors moi, bien évidemment, on sait à tous, même avant que le championnat débute, qu'à moins qu'il y ait vraiment une équipe qui soit sur une saison exceptionnelle, le PSG sera champion. Ça sera visiblement le cas cette année, étant donné le début de saison qu'ils font. Mais de là à dire que le Paris Saint-Germain va finir avec 30 points d'avance, ça me semble quand même plutôt surprenant, parce que Lyon devrait quand même plutôt se concentrer sur sa propre personne, sur les matchs, et notamment le nombre de points qu'il perd bêtement face à des équipes réputées plus faibles, comme la semaine dernière face à Nantes. Je pense qu'il devrait plutôt se concentrer sur ce genre de choses, les Lyonnais. Ensuite, on a un petit résultat pour Arsenal qui continue sa super série, victoire des Gunners en Europa League 3-0 du côté de l'Azerbaïdjan face à Karabakh, avec des buteurs un petit peu particuliers quand même, Socratis, Smith Rowe et Guendouzi le français, donc trois des nouveaux joueurs d'Arsenal qui ont marqué lors de la victoire des Gunners 3-0. Ensuite, on a une déclaration de Maniche, l'ancienne star portugaise. Il nous dit: Mourinho était l'un des meilleurs coachs que j'ai eu au cours de ma carrière, il était et reste le meilleur coach au monde. La situation à Man United n'est pas facile, mais s'il y a bien un coach qui peut traverser ce genre de période compliquée, c'est lui, je l'espère. En tout cas, moi j'ai d'énormes doutes maintenant, ça fait plus de 2 ans que Mourinho est là, et franchement, quand je vois Manchester United jouer, je m'ennuie, et en plus de ça, c'est presque humiliant pour Manchester United de jouer comme ça, quand tu sais que ton voisin de Manchester City est hyper fort, et fait vraiment plaisir à voir quand tu le regardes jouer. Manchester City, c'est vraiment plutôt agréable à voir, et quand tu vois United, c'est plutôt ennuyeux. Donc moi, j'en doute pas, Mourinho était et est encore certainement un grand coach, mais je pense que voilà, sa vision du football, maintenant il faut évoluer, et je pense que voilà, il évoluera pas. Donc moi je suis pas favorable à ce que Mourinho continue avec Man United. Ensuite, on a une déclaration de Bernardeschi, il nous parle de Matuidi, il nous dit: il est fantastique, c'est le numéro 1, il est drôle, amical, et même s'il s'habille bizarrement sur le terrain, il court la même distance que les 10 autres joueurs réunis. Je dois vérifier s'il vient à l'entraînement en voiture ou en courant. On connaît tous ses capacités physiques extraordinaires à Blaise Matuidi, il fait vraiment l'unanimité du côté de Turin, il abat un travail absolument énorme au milieu de terrain. Ensuite, on a une déclaration de Deschamps, il nous dit: aujourd'hui, j'estime que c'est beaucoup trop tôt pour rappeler Adrien Rabiot par rapport à l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de ce maillot de l'équipe de France. Il me semble aussi que pour moi, c'est beaucoup trop tôt, et en plus de ça, je pense qu'il y a des joueurs qui sont vraiment plus installés maintenant, et mieux installés au milieu de terrain du côté de l'équipe de France, et qui méritent plus d'être appelés qu'Adrien Rabiot. Ensuite, un petit coup d'œil sur la liste des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, avec des grandes premières, notamment
notamment pour Tanguy Ndombele, et puis quelques retours hein, des joueurs qu'on n'avait pas vus depuis un petit bout de temps, parce qu'il y a notamment beaucoup de blessés, Mamadou Sakho, Kurt Zouma et Lucas Digne. Il y a 2 matchs de l'équipe de France, ça sera la semaine prochaine face à l'Islande et l'Allemagne. Ensuite, joli geste de la part de Lucas Ocampos qui est venu en aide à l'association de bienfaisance contre le dénuement. Il est allé dans un supermarché du côté de Marseille pour faire ses courses pour les sans-abri. Très très joli geste de la part de Lucas Ocampos. On va terminer avec la question de fin. Que pensez-vous du retour de Mamadou Sakho en équipe de France? Est-ce que ça vous fait plaisir ou est-ce que pour vous c'est du grand n'importe quoi? Moi ça me fait énormément plaisir. C'est un joueur que j'apprécie énormément, que je trouve c'est un très bon défenseur qui a vraiment voilà, la hargne défensive. C'est un très bon combattant. Après peut-être qu'il manquera certainement un peu de rythme hein, parce que quand tu évolues à Crystal Palace c'est peut-être un peu plus compliqué. Il aura peut-être un peu moins de rythme et certainement en plus qu'il va pas jouer énormément avec l'équipe de France. Mais en tout cas moi ça me fait hyper plaisir de le revoir en équipe de France. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!